Monsieur l'ambassadeur, chers doyens, chères mesdames et messieurs, chers étudiants, je vois qu'ils sont nombreux, et chères étudiantes, chers amis de l'Université de Liège, en vos titres et fonctions. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Monsieur l'ambassadeur dans son alma mater, dans cette belle salle rénovée, magnifiquement rénovée, que vous avez peut-être connue d'ailleurs en tant qu'étudiant. Madame la professeure Lano présentera votre parcours remarquable juste après. Je suis très heureuse aussi de vous accueillir parce que vous avez pris l'initiative aussi de cette invitation, c'est rare. Ça montre aussi tout l'intérêt que vous avez pour la jeunesse puisque vous avez souhaité parler aux jeunes, aux étudiants, et je vous en remercie vivement. Ça démontre aussi l'importance pour moi de continuer mes efforts avec Elena pour la réanimation, pourrais-je dire, et le développement de notre réseau alumni de l'Université de Liège, très important. Les alumni, il me semble, sont une force dans les universités américaines. Vous pourrez peut-être nous confirmer cela. En tout cas, nous sommes évidemment extrêmement curieux de vous écouter sur ce qui se passe aux États-Unis, dans les universités, mais aussi la transformation des relations entre nos deux pays. Peut-être que vous n'aurez pas toute la liberté de parole en tant qu'ambassadeur, mais sachez que ce soir, nous vous accordons la liberté académique dans votre alma mater. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants, au nom du département des sciences historiques de la faculté de philosophie et lettres, j'ai à la fois le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter brièvement, je vous rassure tout de suite, c'est lui que vous êtes venu entendre, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Frédéric Bernard, qui représente donc la Belgique aux États-Unis depuis près d'1 an maintenant, mais est aussi, je ne dirais pas surtout un historien, alumnus de notre alma mater. Je regrette d'ailleurs un peu qu'on n'ait pas pu l'accueillir dans la salle Kurt, c'était encore plus symbolique. Voici quelques mois, il nous a donc contactés parce qu'il souhaitait revenir à l'ULiège et s'adresser tout spécialement aux étudiants de 2026. Alors, dans la période extrêmement troublée et inquiétante que nous connaissons sur le plan géopolitique, cette rencontre nous est apparue comme une formidable opportunité pour de jeunes universitaires, mais aussi pour un public plus large, par ailleurs, de mieux comprendre les enjeux diplomatiques des relations euro-américaines, mais aussi leur toile de fond historique, tout en saisissant peut-être une spécificité belge en la matière. Il nous a semblé aussi qu'elle pouvait finalement montrer en quoi la connaissance de l'histoire, la réflexion historienne sont essentielles à l'appréhension du monde, tant passé que contemporain. Alors, comme j'ai également demandé à Frédéric Bernard de nous présenter son parcours, je ne vais pas dévoiler les choses ici, je vais juste donner quelques rapides indications à ce sujet. Frédéric Bernard a obtenu en 2003 une licence en histoire, on appelait ça licence à l'époque, mais également l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans notre université. Son mémoire, sous la direction du professeur Francis Ballas à l'époque, portait sur la Belgique à travers les journaux de Joseph Goebbels. Ça en dira peut-être quelques mots. Il se spécialise ensuite en affaires européennes à l'ULB, puis dès 2006 intègre la carrière diplomatique. En 2017, il devient conseiller diplomatique du Premier ministre Charles Michel, puis chef de son cabinet à la présidence du Conseil européen. Et en février 2025, il est désigné ambassadeur de Belgique aux États-Unis. Alors, ces différentes expériences font de Frédéric Bernard un observateur attentif et éclairé des relations internationales, mais aussi évidemment un praticien en la matière. Le métier de diplomate a toujours été évolutif, mais il doit véritablement se réinventer en ces temps de recul du droit international, de menaces directes et indirectes sur la souveraineté de certains États et de diffusion dérégulée d'une information nourrie aux algorithmes des réseaux sociaux et aux effets de l'intelligence artificielle générative.
Il n'a jamais été facile, sans doute, d'être ambassadeur, mais la mission demande de nos jours plus d'habileté et de maîtrise que jamais, et nous sommes donc curieux et heureux de vous entendre, monsieur l'ambassadeur. Vous avez la parole. Madame la rectrice, Madame la doyenne, Monsieur le doyen, chers professeurs, chers tous, chers étudiants, bonsoir tout d'abord. Et je vais commencer par vous remercier pour être tous présents ce soir. Pour moi, c'est un honneur de revenir ici puisque j'ai fréquenté cette salle qui, à l'époque, m'avait l'air beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante. Pourtant, je ne pense pas avoir rapetissé, mais en tout cas, c'est en tout cas un retour assez émotionnel. Je vais peut-être commencer par vous demander dans quelle faculté vous êtes. Si vous pouvez me dire qui étudie l'histoire dans cette salle. Hein, très bien. Qui étudie le droit? Okay. Qui étudie autre chose? Et je suis désolé. Philosophie et lettres, les lettres ou philosophie et lettres. Ok. Voilà, ce que je propose de faire, c'est, vous me demandez d'évoquer un peu mon parcours depuis que j'ai quitté l'université et un peu ce que m'ont apporté mes études, que ce soit en histoire ou en sciences politiques, dans cette vision du monde. La première chose, comme je viens de le dire, c'est merci, bien sûr, d'être présent ce soir, mais aussi merci à l'Université de Liège. J'ai quitté en 2003 et j'ai jamais eu vraiment l'occasion de dire merci à mes professeurs ou aux infrastructures, tous ceux qui m'ont permis d'être là où je suis. Et donc, pour moi, c'était important, effectivement, de revenir et de faire ce point-là. Alors, j'ai quitté l'université en 2003. Après ça, j'ai fait mon agrégation. Ici à l'université de Liège, j'ai fait un diplôme d'études spécialisées à l'époque en affaires européennes. J'ai enseigné pendant 2 ans. J'ai fait plusieurs stages bénévoles dans des institutions européennes et puis j'ai passé le concours diplomatique. J'ai commencé par un poste au Sénégal, un bref passage en Autriche et puis je me suis spécialisé dans les affaires européennes avant de rejoindre le cabinet du Premier ministre, à l'époque Charles Michel, comme conseiller diplomatique pour les affaires européennes. Donc tout ce qui concernait la gestion du Conseil européen, travail avec la Commission et le Parlement européen. Et puis j'ai eu la chance de devenir le chef de cabinet du président du Conseil européen et à ce titre, Sherpa au G7 pour l'Union européenne. Alors le Sherpa au G7, c'est les Sherpas, je ne sais pas si vous connaissez, cette expression vient en fait du milieu de l'escalade, où en fait on porte le travail des chefs d'État. Donc c'est toute la négociation qui concerne les accords faits au niveau des chefs d'État et de gouvernement. En tant que chef de cabinet, comme vous l'imaginez, donc c'était 2019-2024, ce sont les grandes crises, la crise avec le Covid, tout l'enjeu des vaccins, la fermeture des écoles, les lockdowns qu'on a eu à l'époque. Puis après ça, on a pensé qu'on sortait, on a validé un grand plan de relance pour l'Union européenne et quelques mois plus tard, quand on en sortait, quand on commençait à voir le bout du tunnel, on a eu l'invasion de l'Ukraine, la deuxième, après la Crimée. Et donc, après ça, la crise de l'énergie. Donc, c'est la crise permanente. En tant que chef de cabinet du Conseil européen, vous êtes le dernier conseiller, en fait, du président. Et donc, vous négociez tous les textes, tous les accords de ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on n'a pas pu résoudre avant arrive sur votre table. Donc, ça, c'est un peu le résumé de mon parcours. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que m'a apporté l'Université de Liège, je pense qu'on a tendance à le sous-estimer, mes professeurs le disaient à l'époque, c'est une université pluraliste. Et ça, c'est toujours resté, et vous n'avez pas idée, comme parfois dans d'autres universités, ce n'est pas le cas, et à quel point je pense que c'est une limitation au devoir intellectuel, à l'honnêteté intellectuelle et à la qualité des analyses que vous faites. Et ça, je crois que c'est un point, je ne sais pas où en sont les débats, j'ai quitté il y a 20 ans, il y a peut-être eu des centaines de débats depuis lors, mais je pense que c'est fondamental. Une deuxième chose, c'est que l'université, pour moi, est un lieu sacré. Donc c'est un lieu, tu l'as mentionné, Catherine, vous l'avez mentionné, professeur Lano. C'est un lieu sacré parce que c'est le lieu de la réflexion. C'est le lieu de l'étude, c'est le lieu de la concentration.
dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est matraqué par l'immédiateté. Et parvenir à prendre le temps long, à mon avis, est fondamental pour pouvoir avancer et faire justement la différence dans tout ce qui est les affaires étrangères. Alors, en quelques mots, vous allez me dire, mais oui, qu'est-ce que fait un diplomate? Basiquement, vous avez des dizaines de fonctions possibles en tant que diplomate. Vous pouvez travailler en ambassade à l'étranger, vous pouvez travailler dans les affaires européennes. Et toutes les fonctions, toutes les études que vous faites mènent relativement facilement à la diplomatie, que ce soit l'histoire, le droit, les lettres. J'ai des collègues qui sont dans tous ces domaines. Donc c'est vraiment un débouché qui est potentiellement et qui est possible pour ces études-là. J'en suis la preuve. Basiquement, on va dire la diplomatie ou la fonction d'ambassadeur, c'est, on va dire, 5 grandes fonctions. La première, c'est représenter. On représente le roi à l'étranger, ou le gouvernement, donc les positions. Donc c'est tout ce qui est officiel, c'est les cérémonies de commémoration, les cérémonies d'invitation, d'investiture. Ça, c'est la première fonction. La deuxième, c'est informer. Donc vous êtes là, dans un pays, pour informer votre capitale de ce qui s'y passe, de tous les développements. Donc moi, une de mes fonctions fondamentales, c'est d'informer les développements aux États-Unis, le gouvernement belge et plus largement aussi les gouvernements européens. Troisième fonction, c'est le conseil, conseiller. Donc vous donnez des avis, hein, et là je pense aussi que on y reviendra. Quand vous donnez des avis, c'est important d'avoir une perspective large. Et donc je pense que l'histoire ou même le droit vous donne cette perspective qui permet de faire un conseil avisé, de présenter les options et après vous laissez à d'autres, des dirigeants politiques, le soin de décider. Quatrième fonction, c'est la négociation. Là, ça dépend, parfois vous êtes plongé dans la négociation. C'était ma précédente fonction, ça c'était constant. Mon rôle, c'était de trouver un accord avec les 27 sur tous les sujets. Vous imaginez déjà, parfois quand on est en Belgique, c'est pas évident, mais avec les 27, c'est encore plus compliqué. Donc la négociation permanente. Et puis, la dernière fonction, en tant que diplomate, c'est soutenir. Soutenir nos ressortissants, soutenir les personnes à l'étranger. Donc on a toutes ces fonctions à faire à l'étranger. Je reste encore un peu sur le parcours et après on pourra aller sur les États-Unis et l'Europe et peut-être qu'on pourra avoir une interaction avec les questions que vous avez parce que je ne voudrais pas faire un speech qui part dans une direction si ça ne vous intéresse pas. Donc vous pourrez poser des questions et si vous n'en posez pas, je désignerai des gens comme ça en perdant. Je vous ai dit, j'ai enseigné pendant 2 ans. Donc. En quoi les études d'histoire et puis de sciences politiques, et donc je prends toutes les sciences qui y sont liées parce que l'histoire touche peut-être pas de manière approfondie, mais touche à toutes les sciences humaines. Je pourrais les classer en 3 grandes catégories. La première chose, c'est les savoirs. La deuxième chose, c'est les savoir-faire. Et le troisième, c'est les savoir-être. La première chose que mon conseil en diplomatie ou dans votre vie professionnelle future, sur les savoirs, c'est la connaissance. La connaissance, je me souviens encore de plusieurs professeurs qui disaient pas de compétences sans connaissance. Donc je pense que la base, c'est de connaître et de rentrer dans les matières. C'est fondamental d'aller vers la connaissance et de la compréhension. Ça, je pense que c'est fondamental, c'est d'essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut lire, il faut analyser, il faut prendre ce temps, accepter de perdre ce temps, et on ne le perd pas, pour pouvoir en gagner plus tard. Un point plus essentiel, j'ai envie de dire aussi, de la critique historique, hein, qui est un peu la base aussi, même en diplomatie. Ce qu'il faut éviter de faire aussi, c'est cette compréhension, cette connaissance vous permet d'éviter ce qu'on appelle, ou certains appellent, je n'ai pas trouvé de meilleur mot que le présentéisme. Si on regarde les crises actuelles, elles ont toujours des racines, elles ont toujours un contexte, et elles ont, la plupart du temps, une explication. Et on a tendance à voir si le cas des États-Unis est assez criant sur le cas. On a vu les récentes tensions entre les États-Unis et l'Europe sur le Groenland. On a vu les interventions au Venezuela. Et les tensions entre l'Europe et les États-Unis, ce n'est pas les premières tensions qu'on a eues. Je me souviens, quand j'étais sur les bancs à votre âge, c'était la guerre en Irak, l'intervention américaine en Irak. Il y avait une tension entre principalement la Belgique et les États-Unis, hein, puisque Louis Michel, ministre des Affaires étrangères, bloquait un sommet de l'OTAN sur la question. Et donc, ces tensions existaient. Et donc, on a parfois cette tendance à revoir le passé de manière un peu nostalgique et de manière linéaire. Il faut se rappeler qu'il y a eu pas mal d'aspérité. Peut-être un point qui est fondamental qu'apportent les études que vous faites, c'est la nécessité d'être précis.
le souci du détail. Un mot en diplomatie n'est pas un autre. Quand quelqu'un s'exprime d'une manière ou dit quelque chose, vous n'avez pas idée à quel point des mots dans des textes de négociation peuvent faire la différence. Et alors aussi, ce qui me semble fondamental, c'est l'acceptation ou la reconnaissance de la complexité des choses et du monde. Les solutions faciles, les équations A plus B égale, c'est rarement vrai que ce soit en diplomatie, en histoire ou dans d'autres domaines. Je m'attarde sur le deuxième point, tout ce qui est savoir-faire et méthode. Un élément essentiel que j'ai appris en critique historique, je n'ai pas vu M. Raxon, mais je me souviens de ses cours. C'est pas grave, c'est pas grave. On lui dira. Mais vous lui direz que je me suis souvenu. C'est la nécessité du décentrage et appliqué par la critique historique, c'est ne pas émettre de jugement contemporain sur une période passée. Dire qu'il est facile au XXIe siècle, à l'époque on disait au XXe siècle, d'appliquer sa vision du monde sur le XIVe, XVe ou encore plus loin. Ça veut dire accepter qu'il y a des différences, en fait. Basiquement, c'est ce que ça veut dire. Et en négociation, c'est fondamental. Le nombre de négociations qu'on a échoué, parce qu'il faut accepter d'échouer les négociations, c'est comme ça qu'on les réussit plus tard. L'autocentrage et le fait de se donner sa propre perspective, c'est la recette pour l'échec. Donc vous devez accepter de vous décentrer, de ne pas mettre votre regard idéologique, culturel, quoi d'autre encore, pour pouvoir comprendre. Attention, comprendre ne veut pas dire adhérer. Comprendre ne veut pas dire que vous souscrivez à ce qui est dit, à des idées plus radicales, plus dures, etc. Ça vous permet juste de changer votre perspective. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que l'on apprend, qu'on est censé apprendre en histoire. Élément fondamental aussi, c'est l'analyse de vos sources, de vos documents, de qui dit quoi, hein, de toujours savoir qui a dit quoi, pourquoi. Et là, je reviens à la précision. On n'avance pas dans un sujet sans avoir cette perspective. Quand ce que dit quelqu'un ou peut-être, et j'ai entendu que, faites attention à ça, parce que c'est là que vous nourrissez une machine à rumeurs qui est contre-productive. Important aussi d'éviter, j'ai envie de dire encore des choses importantes, c'est la surinterprétation. Trouver le lien logique partout. Vous n'avez pas idée, j'ai côtoyé les chefs d'État et de gouvernement au plus haut niveau, que ce soit au G7, président américain, Premier ministre canadien, tous les membres du Conseil européen, donc les 27 chefs d'État et de gouvernement. Vous n'avez pas idée à quel point ces gens sont humains. C'est comme vous, il y a cette façade, il y a ce rôle face aux médias, il y a cette vision où il faut pouvoir quand même avoir une élection après, donc pouvoir se vendre. Mais de vous à moi, ils ont comme nous tous, des problèmes, des anxiétés. Et donc, il y a un côté très humain et très hasardeux aussi. Je me souviens d'une grande négociation. Donc, on négociait le plan post-Covid, hein, donc qui devait monter. À l'époque, c'était 1500 milliards d'euros. Hein, donc, quand même, le montant est assez significatif. Et tout est sur le point d'échouer. Le président a dit on ne va pas y arriver. On était après 4 jours de négociation, hein, non-stop, jour et nuit. Donc, on avait des cernes, on dormait 1 heure par nuit. Et il s'apprête à casser parce que 4 États membres bloquaient toute la négociation. Je ne vais pas les citer. Et il se dit, maintenant, on doit casser, c'est le moment de vérité. Il faut jouer au bluff, ça passe ou ça casse. Et je me souviens que moi, j'étais en dehors parce qu'il devait les voir en bilatéral. Et un Premier ministre sort de la pièce avec lui. Le bluff continuait. Chacun maintenait sa position. Hein, donc, il y avait un moment de dureté. Puis un deuxième Premier ministre revient. Ils étaient 4, je vous ai dit. Le deuxième revient. Et je suis à l'extérieur. Et à l'extérieur, je vois le Premier ministre qui venait de sortir revenir devant la porte. Et je l'ai écrit au président à ce moment-là. Et lui, dans la salle, comprend que ce Premier ministre, qui en fait a fait croire qu'il voulait casser, ne cassait pas. Le degré de hasard dans cette négociation pour un plan qui va faire plus de 1500 milliards d'euros est énorme. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la cohérence, chercher absolument la cohérence dans tout ce qui se passe dans l'humanité ou dans les relations internationales ou dans les relations interpersonnelles est une voie très dangereuse. C'est un peu comme les théories du complot, on peut les entendre, mais finalement, il n'y a que ceux qui les préparent, qui y croient. Il y a un naturel qui se désigne entre les personnes. Alors le troisième point, parce que je suis peut-être un peu long sur ces principes un peu philosophiques, les savoir-être. Ce qui est peut-être le plus dur à acquérir, puisqu'on est le fruit d'une éducation et de plusieurs principes.
Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont fondamentaux, en tout cas en termes de diplomatie et de négociation. Le premier, j'ai envie de dire, c'est écouter. L'écoute, c'est vraiment la voie qui vous permet d'améliorer. Donc apprendre à écouter, ne pas essayer de parler le premier, ne pas essayer d'imposer son point de vue, c'est ce qui permet de comprendre et d'avancer. Il est fondamental d'engager, aller vers les autres, comprendre, parler, échanger, lire. C'est ce qui va vous enrichir et vous permettre de réussir plusieurs négociations. Alors, je pense que aussi un élément fondamental, c'est accepter aussi qu'il y a des périodes d'incertitude, d'incompréhension, qu'il y a des limites aussi. Donc, on ne doit pas parfois pouvoir tout comprendre et pouvoir le mettre de côté pour avancer. Et un point qui est fondamental, qui moi a été important aussi pour moi, c'est, je pense, suivre la passion. Suivez ce que vous aimez. Vous ferez toujours mieux quelque chose que vous aimez et qui vous passionne que quelque chose, même si les perspectives de carrière sont limitées, même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés, vous irez toujours plus loin que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Ce sera toujours plus dur, vous porterez une charge toujours plus tard. Voilà. Avec ça, ça me ramène à l'objet de la conférence. Donc là, j'ai fait mon parcours, un peu ce que m'ont apporté les études, sur les États-Unis et l'Union européenne, enfin les États-Unis. Vous avez bien mentionné que j'ai un devoir de réserve, donc je ne dirai rien. Merci d'être venu. Non, on peut le faire dans l'échange aussi si vous avez plus de questions. Je pense qu'on pourrait dire beaucoup de choses et je pourrais parler pendant des heures après vous avoir dit qu'il fallait écouter, ce qui serait quand même un comble. Je pense qu'il y a 3 grands axes qui permettent de regarder les relations avec les États-Unis et les changements qu'on est en train de vivre. Le premier, c'est tout ce qui a trait à la sécurité. Donc notre sécurité physique, mais aussi la sécurité des concitoyens, la sécurité du pays et du continent. Le deuxième, c'est tout ce qui est prospérité, économie, notre capacité à subvenir à nos besoins. Et le troisième point concerne peut-être la dimension plus philosophique, c'est tout ce qui concerne les valeurs. Et donc on peut regarder la relation États-Unis-Europe à travers ces 3 grands blocs. Si on regarde l'évolution des relations entre les États-Unis et l'Europe, on est dans un moment qu'on peut qualifier de tectonique, parce que le monde subit des changements tectoniques. On a l'impression qu'on arrive à la fin d'une ère qui avait été dessinée après la Seconde Guerre mondiale et puis légèrement redessinée à la chute du mur. Alors je ne vais pas faire de grandes tendances historiques en annonçant ce qui va se passer. On remarque qu'il y a des fractures dans le système international et les grands États, les grandes puissances le remettent très clairement en question. Les États-Unis, ce n'est pas un secret et c'est pas, je ne me révèle rien, ont décidé de mettre les États-Unis comme de mettre America First, donc les États-Unis en premier. Donc ce seront leurs intérêts en premier, les autres passeront après. Cette approche, qui est très clairement, que vous voyez tous les jours dans les médias, qui implique une série de décisions, pose aussi pas mal de questions. Et je ne suis pas sûr que les États-Unis ont encore répondu de manière collective à ce point. Quel rôle les États-Unis veulent-ils prendre dans le monde? Comment voient-ils la projection sur l'ensemble et quelle architecture internationale? Ce sont encore des changements structurels auxquels il faudra pouvoir apporter des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à un rééquilibrage des blocs. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, vous aviez des États-Unis surpuissants avec l'Europe qui dominait le monde. Maintenant, on a vu ce rééquilibrage avec la croissance du Pacifique et principalement de la Chine. Ce que ça implique pour l'Europe, c'est assez clair. En termes de sécurité, c'est le réinvestissement dans la défense. Il y a 2 facteurs principaux, c'est la guerre en Ukraine et puis l'élément américain. Donc depuis très longtemps, on a les Américains qui nous demandent de dépenser plus en matière de défense, mais je pense que le vrai déclencheur, pour l'avoir vécu de près, c'est la guerre en Ukraine. À l'époque de Trump 1, on avait dit oui, on va dépenser plus, mais ça avait traîné. Il n'y avait pas eu vraiment de mise en œuvre. La guerre en Ukraine a fait comprendre qu'il fallait réinvestir. Pourquoi? Parce qu'on a dû soutenir les Ukrainiens. Et moi, je me souviens, au lendemain de l'invasion, j'ai passé tout mon week-end avec le président, appeler chacun des gouvernements pour procéder à des livraisons d'armes et pouvoir subvenir aux besoins des armées ukrainiennes. Et en 48 heures, vous aviez des armes qui se trouvaient en Espagne, parvenaient à la frontière polonaise pour soutenir l'effort ukrainien. Donc ça, c'était l'élément déclencheur. Et
les États-Unis, avec leur, je ne vais pas dire leur menace, mais leur pression pour qu'on prenne notre charge, font que l'Europe va dépenser maintenant de manière certaine plus dans sa défense. L'objectif, c'est 5% du PIB, donc 3,5% en pure défense, plus 1,5% qui sera plus de la sécurité, donc c'est plus les infrastructures, la protection du pays. C'est quand même un changement tectonique parce que ça nous ramène à un passé auquel on avait un peu renoncé, à une période de paix auquel on avait adhéré pendant très longtemps. Ça veut dire aussi que l'Europe, d'ici 10 ans, deviendra le bloc qui investit le plus dans sa défense, devant les États-Unis. Ça aura des implications aussi géostratégiques. Ça veut dire que celui qui voudra attaquer l'Europe se posera peut-être deux fois la question. Donc là, il y a un impact. Et en fait, la conclusion qui est tirée par les leaders, c'est de se dire, si on veut éviter la guerre, il faut pouvoir la préparer, pour reprendre l'ancien proverbe. Sur mon deuxième point, tout ce qui concerne la prospérité et donc le développement, les États-Unis et l'Europe, là, se sont un peu écartés l'un de l'autre. Les États-Unis ont des avantages structurels considérables qui affirment leur puissance. Un, c'est un accès à une production énergétique qui est la première puissance mondiale. Donc, ils ont une énergie à bas prix. Or, nous, c'est tout notre problème, c'est justement l'absence d'exploitation énergétique. Donc, on doit fonctionner avec l'énergie renouvelable ou l'importer. C'était notre problème vis-à-vis de la Russie. Donc là, il y a aussi un changement qui doit s'opérer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du fonctionnement des États-Unis ou de l'Europe sur ces questions-là. Ce qu'on voit, c'est que les États-Unis sont un marché des capitaux colossal. Ça veut dire que quand vous voulez construire et investir aux États-Unis, vous trouvez toujours des capitaux. En Europe, on est morcelé entre 27. Et c'est un des principaux sujets. Vous le verrez la semaine prochaine, il y a un sommet sur la compétitivité. Le morcellement des capitaux, du marché des capitaux, crée un problème pour nos entreprises pour avoir accès au marché. Quand vous allez aux États-Unis, vous les créez. Quand vous regardez les fonds qui sont investis dans l'intelligence artificielle, on parle de centaines de milliards. Il n'y a aucun pays européen seul qui peut le faire. Donc l'unification du continent sur ça est fondamentale, de même que le marché unique. On a un marché qui reste morcelé, les États-Unis ont un marché plus unifié. Mais il est important de comprendre que l'Union européenne et l'Europe a des atouts considérables. On a une excellente main-d'œuvre, enfin d'excellents travailleurs, donc on a un plus haut taux de productivité. Donc c'est quelque chose qu'on remarque aux États-Unis. Vous avez moins besoin. Pour 3 Américains, 2 Européens suffisent, quand on regarde les statistiques. On a des secteurs de technologie très avancés en pharmaceutique, j'ai les mots anglais, en pharmaceutique, en biotechnologie. On a vraiment des productions impressionnantes. Et même dans tout ce qu'on appelle la production industrielle, l'Europe reste devant les États-Unis. On a tendance à l'oublier, mais on a quand même ces forces-là. Et il ne faut jamais sous-estimer. La troisième question qui est fondamentale, c'est la question des valeurs. Quelles sont les valeurs fondamentales d'une société ? Je pense qu'on a toujours les mêmes valeurs qu'avec les États-Unis, la défense de la démocratie, l'élection. Alors, il y a cette tension entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, c'est le pays de l'élection permanente. On élit à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'État, au niveau local, les juges, puis finalement l'élection fédérale qui est la plus connue et la plus impressionnante pour l'élection du président est la seule qui se tient au niveau du pays en entier. Mais tout le reste se fait de manière très locale. Donc il y a dans cette conception européenne, vraiment, le choix du citoyen détermine ce que l'on peut faire ou ne peut pas faire. On a vu ici pas mal de tensions aussi aux États-Unis entre les différents pouvoirs, le Congrès, le gouvernement, la Cour suprême. Ça reste un pays extrêmement polarisé. Donc c'est un pays qui, quand même, dans son passé, a connu la guerre civile. On sent cette tension, et peut-être que vous la vivez au jour le jour à travers les informations. Voilà, donc ça c'était un peu en deux, trois mots pour ce qui concerne la sécurité, la prospérité et les relations entre les deux continents. Je propose de m'arrêter là parce que je vois que j'ai une horloge, 32 minutes, et je suis très heureux de prendre n'importe quelle question. Si elle ne me convient pas, je n'y répondrai pas. Et notre doyenne pour la clôture. Alors, Excellence, cher Frédéric, Madame la rectrice a dû nous quitter. Et c'est donc en son nom que je tenais à vous remercier très chaleureusement pour la richesse,
la pertinence, la prudence, mais aussi la générosité de vos interventions et de vos réponses. Je voulais aussi remercier l'Assemblée pour la pertinence des questions qui ont été posées et aussi leur finesse très régulière. Vraiment, bravo à tous et à toutes. Je suis fière d'avoir contribué à votre formation. Je suis sûre que les enseignants qui vous ont eu dans d'autres filières que l'histoire ont le même sentiment. Je pense que nous venons de vivre ici quelque chose de capital pour une formation universitaire, c'est-à-dire d'avoir à certains moments des moments de rencontre, de dialogue et d'échange entre le monde de l'enseignement, de la recherche et la société. Et c'est vraiment essentiel, c'est au cœur de nos missions, qui est celui vraiment d'aller au-delà de notre tour d'ivoire, au-delà de nos murs, pour parler avec celles et ceux qui ont frotté leur fond de culotte sur les presque mêmes bancs que vous, et ensuite ont poursuivi leur chemin. Alors je suis vraiment heureuse aussi pour vous, vous ayez l'opportunité de voir qu'en doublant une formation académique rigoureuse et une véritable passion, on peut aller très loin. Alors, le parcours de Frédéric Bernard est exceptionnel. Je crois qu'il faut s'y entendre. On en est très, très fiers. Je suis sûre que ses parents, sa maman présente l'est encore plus que nous. Mais néanmoins, il vous montre une chose. Il vous montre qu'avec de la passion, en ayant un objectif, en sachant ce que vous voulez, vous pourrez mettre les moyens pour en fait atteindre un objectif et vraiment vivre ce que vous aurez eu envie de réaliser. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'important qu'on a appris aujourd'hui. J'espère que vous le garderez, chacun d'entre vous, pendant vos formations, vos années de formation à venir. J'ai été aussi très touchée par le fait que Monsieur l'ambassadeur ait le souhait de remercier son institution qui l'ait formée. C'est vraiment, j'ai regardé mes collègues avec de l'émotion parce qu'on s'investit tous les jours, mais ça montre qu'il y a des liens qui se créent entre vous et vos futures carrières et ceux qui vous ont précédés. C'est le rôle de nos alumni, en réalité, qui est de nous représenter à l'extérieur, mais aussi, comme aujourd'hui, de revenir vers vous, vers nous. Alors, pour cette raison, bien, pour nourrir ce lien que nous partageons, d'avoir fréquenté la même institution et la même université, j'ai le plaisir, Excellence, de vous offrir quelques souvenirs de votre alma mater. Un mug pour boire votre café et un sweat pour faire votre jogging quand vous courrez dans les rues de Washington ou quand vous irez plus certainement en Californie, qui est le lieu du running, et vous souviendrez de nous. Je voudrais aussi qu'on puisse poursuivre cette rencontre et ces échanges, si Monsieur l'ambassadeur a encore quelques minutes à nous accorder, un peu plus, lors d'un verre de l'amitié, un drink auquel vous êtes tous invités et qui est organisé à la salle des professeurs. Ça signifie qu'il va falloir sortir, traverser les couloirs, revenir vers le bâtiment central, mais je suis sûre qu'un flux vous guidera aisément jusque-là. Vous y êtes, je le rappelle, vraiment les bienvenus. Permettez-moi de remercier encore une fois Monsieur l'ambassadeur Voilà, merci beaucoup. Et merci à vous pour les excellentes questions. Bravo.